Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour un nouvel espace thérapeute avec aujourd'hui le plaisir d'accueillir Stéphane Hébert. Stéphane, bonjour à toi. Bonjour Laurent. Bienvenue dans le cadre de cette émission, Stéphane. Alors, bien évidemment, on va avoir l'occasion de parler de toi, de ton parcours, de ce que tu proposes auprès des internautes, sachant que tu nous viens d'Asie pour le moment, en transition en France, d'où ta présence ici, pour aller justement en Amérique du Sud. Voilà. Alors, les internautes pourraient d'office se dire, ah bon, un thérapeute qui vient mais qui n'est pas en France. C'est un peu particulier, donc l'occasion que tu te présentes alors à travers les différentes étiquettes, et puis de nous dire ou nous donner peut-être une explication sur comment peut-on proposer des soins alors qu'on n'est pas dans le pays qui va être suivi par les francophones d'une manière générale. Oui, effectivement, ouais, je sais que ça peut dérouter un petit peu de premier abord, mais le fait est que donc, je suis énergéticien, parce qu'il faut bien donner un nom, même si je préfère un terme qui serait plus adéquat comme antenne relais, parce que je ne me considère pas vraiment comme guérisseur, mais plutôt comme l'intermédiaire qui met en relation certaines énergies avec les gens qui me rencontrent. Et justement, le fait est que la distance n'intervient pas dans cette histoire. C'est-à-dire que l'énergie se fiche du nombre de kilomètres qui me sépare de la personne. Donc c'est pour ça que ça se passe de la même façon que lorsque la personne est en face, que à distance. Donc dans ces cas-là, on a un rendez-vous par Skype, où on prend contact, on discute un petit peu de la problématique de la personne pendant une vingtaine de minutes, voire plus quelquefois même, parce que les gens ont aussi besoin de parler, donc ça fait partie du soin. Et derrière ça, une fois que le contact est établi de mon côté, je procède aux soins à distance et ça se passe exactement de la même façon que si la personne était à côté de moi, voilà, tout simplement. Alors on va rentrer dans le détail, Stéphane. Oui. J'invite à ceux et celles d'entre vous qui, en même temps que cette émission peut-être, souhaitent plonger dans l'univers de Stéphane, eh bien d'aller sur son site internet www.stéphanehealing, healing, soin, guérir en anglais. Healing, je vous l'appelle, on ne sait jamais, H-E-A-L-I-N-G, stéphanehealing, tout attaché.com. Donc tu nous viens d'où et tu vas aller où? Écoute, présentement, je viens du Cambodge, mais auparavant, donc, je viens du Costa Rica, et avant le Costa Rica, je viens du Maroc. Et avant le Maroc, de la France. Et la prochaine étape, là, dans une semaine et quelques, c'est l'Uruguay, tout simplement. Voilà. Donc on peut déjà noter un homme qui aime à bouger, à découvrir d'autres cultures. Ah, tout à fait. En fait, dans ma vie, ça a toujours été présent dès ma plus tendre enfance. Bon, déjà, je suis né à l'étranger, pour commencer, même si, avec ma famille, on est rentré assez tôt en France. Mais j'ai grandi avec cette graine de l'étranger en moi, et ce qui fait que je me souviens, dès le plus jeune âge, dès 6 ans, 6-7 ans, je me souviens parfaitement avoir toujours eu envie de voyager, de vivre à l'étranger, tout simplement. Le fait est que mon métier m'a fait beaucoup voyager pendant un certain temps. Et à partir d'un moment, on en reparlera, je pense, j'ai tourné la page. Enfin, la vie m'a fait tourner la page, et plus exactement, soyons pas prétentieux. J'ai continué, donc j'étais au bout de ma démarche du voyage et de l'expatriation, et donc je suis parti, donc, comme je viens de dire, dans différents pays pour vivre, tout simplement vivre ma vie, telle que je la souhaitais, telle que je la projetais quand j'étais petit, et afin d'être en phase avec moi-même, tout simplement. Alors Stéphane, on va déjà pour ceux et celles qui nous suivent donc des soins énergétiques, c'est la première chose. Oui. Tu proposes aussi du Dien Shan, qui est une pratique chinoise, Vietnamienne. Vietnamienne, Oui. d'acupression. C'est ça, en fait c'est un mélange d'acupression et de points de pression sur les méridiens utilisés par l'acupuncture. Donc voilà, c'est une sorte de pot pourri des deux techniques. Ça a été inventé donc par un Vietnamien qui a développé cette technique pour venir en aide aux paysans qui sont un peu dans des contrées un peu éloignées, qui n'ont pas forcément accès aux soins, de pouvoir se soigner facilement par point de pression, principalement sur le visage. Voilà. Et tu proposes ce que tu as intitulé des bains sonores, donc Oui. avec des instruments de musique divers et variés. Voilà, alors je suis également musicien, hein. La musique a toujours été partie prenante de ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais 14-15 ans, je faisais des musiques de jeu pour un éditeur très connu maintenant. Voilà, et puis par la suite, j'ai continué de composer des musiques que je vendais, donc j'ai quand même
Enfin, la musique pour moi a toujours été importante et aujourd'hui, les bols, que ce soit les bols de cristal ou les bols népalais, enfin tibétains, les bols chantants ou les gongs, etc., me permettent de rejoindre les deux univers qui sont importants pour moi aujourd'hui, qui sont le soin et la musique en tant que telle. Voilà. Et je m'aperçois que les deux sont parfaitement complémentaires finalement et se marient très bien ensemble. Et non seulement ça se met très bien, en plus moi je prends mon pied à faire les deux. Donc voilà, tout le monde est content. Alors, l'occasion donc de voir sur ton parcours comme alors il y en a qui se révèlent tout de suite en ayant conscience de leur don ou talent ou prédisposition pour aller dans cette étape du soin, d'aider, de guérir l'autre. Certains dans nos campagnes, barreurs de feu, appelés à distance par des hôpitaux, justement, barrent le feu auprès des victimes. Et puis, à travers des prières, à travers des visualisations, des intentions. Voilà. Alors, c'est vrai que autant dans, j'allais dire, d'une manière commune, la plupart des gens se disent « Ok, il n'y a pas de problème avec un barre de feu, ça marche ». Et c'est tellement ancien qu'on ne se pose pas trop de questions. De même que pour ceux qui étaient magnétiseurs, mais qui faisaient appel dans nos campagnes à la prière, là aussi, les gens valident et n'hésitent pas à faire appel à ces guérisseurs, entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette redéfinition du magnétiseur, qui nous parle d'énergéticien, soins énergétiques, et de pouvoir le faire à distance, sans pour autant utiliser des prières bien spécifiques issues de telle ou telle tradition, ça peut perturber. Comment on peut soigner à distance? Donc on va avoir l'occasion d'aborder ça, parce qu'il est vrai que c'est un élément que tu proposes et qui met en place toute une conception de la vie. Quand je dis conception, on parle donc de concept, on parle d'art de vivre. En même temps, on peut y voir un autre élément qui est un accompagnement individuel à la personne pour que cette dernière puisse, j'allais dire, mieux se découvrir, résoudre des problématiques dans sa vie. Et on s'apercevra aussi que résoudre une ou des problématiques dans sa vie n'est pas, j'allais dire, tant une sinécure que surtout apprendre à se découvrir. Absolument. Donc, comme je le mentionnais, pour toi en l'occurrence, ces dons et ces talents, on ne peut pas dire qu'ils étaient de prime abord évidents durant ton enfance, à moins que il y en a beaucoup qui ferment la porte aussi. Durant un certain laps d'années, avant d'eux, à nouveau. Donc qu'est-ce qu'il en a été pour toi, ton enfance? Alors moi, je pense que j'étais un mauvais élève parce qu'il ne s'est rien passé de spécial pendant mon enfance. Pendant l'adolescence, j'ai eu quelques expériences un petit peu ésotériques, comme beaucoup de gens aujourd'hui, des sorties hors du corps, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été très loin. Et puis surtout, je n'avais pas creusé la question plus avant. En sachant que j'ai quand même toujours été ouvert à la question, pour moi, la spiritualité au sens d'un au-delà ou d'autres choses en tout cas qui existent a toujours été une évidence. Ça, je me suis jamais posé la question, ça a toujours été là, mais je m'y intéressais mollement, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis, on va aller directement au point de départ de ma découverte de ma capacité. Non. Ah non, d'accord. Je me rends. Okay. Pardon, monsieur. Non, parce qu'à travers ce que tu viens de dire, un élément qui moi m'intéressait, donc tu parles de spiritualité, c'est-à-dire que le climat dans lequel tu as grandi s'intéressait alors, je sais pas, quelque chose de gnostique ou de religieux ou pas du tout agnostique pour le coup. Non, je viens d'une famille française tout à fait normale, qui est catholique, comme tout le monde, non pratiquante. On fête Noël et puis ça se limite à ça à peu près. Donc aucune éducation religieuse autre le catéchisme. Mais mon catéchisme, j'y allais comme j'aurais fait une activité. C'est pour aller jouer au foot avec les copains, on va dire ça comme ça. Donc non, aucun climat spirituel, ésotérique, religieux. Non, au contraire, plutôt terre à terre. Même si ma grand-mère notamment, parce qu'en fait j'ai été
en partie élevé par ma grand-mère. Elle était plus ouverte à ce genre de choses, mais il n'y a jamais eu de bourrage de crâne. Non, j'ai toujours été très libre de mes pensées, donc ça n'a pas été du tout un contexte familial qui m'a ouvert à ça. Voilà. Alors, pour ce qui est des études supérieures, qu'est-ce que tu souhaitais faire quand tu étais petit? Tu te voyais faire quoi? Alors, grande question. Honnêtement, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. À un moment, je voulais être psychothérapeute. Bon. Sauf que mes résultats scolaires n'étaient pas en adéquation avec ces velléités, on va dire. Donc je ne savais pas trop. D'ailleurs, je suis arrivé au bac. J'ai passé un bac B à l'époque. Ça s'appelait bac B. Ouais. Oui, divers, aussi bien littéraire que matheux. Voilà, un peu de maths, un peu de tout en fait. On ne sait pas trop quoi, comment. Et puis comme beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire, il était question que j'aille dans une école de commerce. Mais bon, vraiment sans plus d'envie que ça. Et puis finalement ça s'est pas fait pour plein de raisons, donc je me suis retrouvé en fac de droit, où ça m'a à peu près passionné une semaine. Parce que bon, manifestement c'était pas quelque chose qui m'attirait. Et puis donc ça a été, moi j'avais une idée quand même, parce que j'avais des amis qui étaient déjà dans ce milieu, de la communication au sens large. Qui me disait: Stéphane, attends un peu, dans pas longtemps, il devrait avoir un poste qui devrait se libérer. Attends un petit peu avant de t'engager dans d'autres voies. Parce que bon, j'ai un peu tout fait, hein, quand on est jeune, du coup on sait plus quoi faire. Donc j'ai passé l'examen pendant le concours de flic. Voilà. Alors que je n'ai pas eu. Dans la seule matière où j'excelle d'habitude, c'était les maths. Et là, évidemment, je me suis totalement planté comme par hasard, ce qui fait que j'ai eu une note éliminatoire et puis ça n'a pas été plus loin, alors que le reste était bon. Bref, passons, c'était pas mon chemin. Et puis un jour est arrivé effectivement, vers 22 ans, où donc j'ai mon ami qui m'appelle, il me dit: voilà, tel endroit, il y a un poste qui se libère, viens passer un essai. Et j'y suis allé et ça a accroché tout de suite et je me suis retrouvé donc dans cette carrière liée à la communication. Que j'ai suivi pendant presque 15 ans. Quoi. Alors, j'ai pu constater que de toute façon, il n'y a jamais rien d'inutile à travers les différents passages dans le monde professionnel, que quelque part, c'est un élément qui nous amène à avoir ça dans notre sacoche, boîte à outils. Donc, quand tu nous parles de la communication, on va dire, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de développer qui toi, t'a fasciné, interpellé dans ce milieu-là? Ce que j'ai aimé, c'était justement le lien que tu peux créer avec les gens qui te suivent. Bon, on va préciser un peu dans quel domaine, hein. C'était dans la presse écrite. Et c'est vrai que dès le départ, j'ai adopté un style qui était le mien, qui essayait de créer une relation justement avec le lecteur, où je ne mettais pas de distance et je discutais avec les lecteurs comme si je discutais avec un ami, quoi, un peu de choses près. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'effectivement j'avais un vrai retour de par le courrier des lecteurs, etc., les gens qui répondaient à ce que j'écrivais. Alors, on peut peut-être, sans pour autant préciser le nom de la revue ou du magazine, ou des magazines à travers le nombre d'années où tu as travaillé dans le domaine, mais c'était une revue spécialisée dans le domaine, entre guillemets, des jeux vidéo, et tournée vers un public relativement jeune, assez geek. Alors geek, pas forcément. Hein. Bon. Par exemple, je me souviens de mon directeur de la publication, ou même pas d'ailleurs, c'était même plus à un niveau supérieur, c'était le gestionnaire, et donc il gérait des grands titres avec des millions d'euros à la clé. Justement, un matin, j'arrive à la rédaction et la secrétaire me dit: écoute Stéphane, il faut que tu rappelles telle personne. Et en général, quand cette personne appelle quelqu'un, c'est mauvais signe, hein, pour être clair. Je dis bon, je regarde l'heure, c'est vrai qu'il était un peu tard. Je dis bon, donc j'appelle. Donc cette personne très sérieuse, très droit dans ses bottes, très gestionnaire, très froide. Et finalement, en fait, elle m'appelait parce qu'elle avait un problème dans un jeu. Et elle voulait savoir comment s'en sortir, etc. Quoi. Ouais, donc cette personne, 50 ans, cadre supérieur de toute sa splendeur, la nuit, jouait aux jeux vidéo. Quoi. Voilà. Et en fait, c'est ça aussi qui me plaisait, c'est que je ne m'adressais pas à un public de geeks finalement. Je m'adressais juste à des gens normaux, avec une vie à l'extérieur, on va dire, hein, qui pas uniquement nubilés par ça. Et d'ailleurs, la rédaction était composée que de gens comme ça. C'est-à-dire que
Ce qui faisait peut-être le succès du titre à l'époque, c'est qu'on venait tous d'univers différents, avec des centres d'intérêt différents, avec une ouverture d'esprit qui était là. On n'était pas du tout omnubilé justement par ce loisir, avec un côté un peu réducteur et fermé, quoi. Voilà. Donc ça a duré donc 15 ans? Ah oui, du coup là, écoute, on va dire que, disons que dans la presse, on va faire ça comme ça, parce que je suis passé par plusieurs revues, mais j'ai écrit mon premier article à 17 ans, et là j'en ai 46 et j'écris encore. Voilà. Donc je suis passé par tous les postes, pigiste, rédacteur en chef, rédacteur en chef adjoint, suivant les titres, etc. Alors ce qui, moi, m'intéresse pour les internautes, c'est de voir justement peut-être l'esprit qui t'anime, parce que rares sont ceux qui commencent à écrire à 17 ans pour des revues, des magazines. Alors c'était peut-être valable à l'époque. Je ne sais pas si ça sera encore vraiment valable aujourd'hui. Non. Surtout dans une nouvelle revue ou quelque chose qui... Bon, à l'époque, les jeux vidéo commençaient vraiment à s'expandre et on pouvait encore à l'époque faire son trou et apprendre d'une manière autodidacte. Et on pouvait être déniché par des personnes qui sentaient chez l'autre des prédispositions dans tel ou tel domaine. Chose qui, à l'heure actuelle, serait peut-être plus compliquée. Pas impossible, mais peut-être plus compliquée. En tout cas, on voit déjà l'esprit qui anime, parce que ce milieu de la presse spécifique est aussi tout à fait le reflet d'un état d'esprit. Et qui pour moi est très évocateur, hein. L'extérieur est le reflet de l'intérieur, donc c'est pour ça que je voulais que tu m'en donnes un peu plus. Donc tu écris encore, mais c'est sporadique, et c'est vrai que cette émission pour toi, tu m'en faisais part, et l'occasion de tourner une page radicale, hein. Alors pas uniquement en changeant de pays, Ça en fait partie, mais pas uniquement. mais voilà, c'est d'assumer pleinement quelque part c'est cette voie qui a été ouverte, j'entends voie des soins, ouverte depuis maintenant bon nombre d'années. Mais voilà, certaines transitions, on peut le voir, se font tout doucement. Et tu vas nous en faire part d'une qui prend un peu comme ça, nous fauche. C'est un bon terme. C'est même tout à fait adapté. Voilà, donc histoire de nous réorienter vers ce qu'une partie de nous-mêmes supérieure a décidé pour nous. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé alors que tout allait bien dans ta vie, fiançailles, voilà, tu gagnes bien ta vie, tout se passe bien. Et bien voilà, écoute, c'est pas compliqué. Donc c'était un matin, on travaillait très tôt le matin, vers 11h, quelque chose comme ça, parce que j'avais la chance de me lever tard, j'avoue. Ça fait un peu la vie dorée, hein, honnêtement. Ouais. Et à l'époque, je faisais beaucoup de motos. Des sportives, parce que j'étais un petit peu sanguin. Je suis un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque j'étais un peu énervé quand même. Donc il fallait que ça aille vite, il fallait que ça soit puissant. Alors c'était pas un substitut phallique uniquement, hein, je précise quand même. Bon, passons. On va pas sombrer dans le escabeau tout de suite. Donc il se trouve que donc j'ai eu un accident, une voiture m'a coupé la route sur le périphérique à Paris. Alors juste pour l'anecdote, en fait, c'est un accident que ma compagne de l'époque avait vu 3 jours avant en rêve. Ah ouais? Oui, elle m'avait dit, j'ai vu tel accident, enfin, je t'ai vu avoir un accident avec telle voiture, telle couleur de voiture, etc. Donc elle me dit ça 3 jours avant, donc je fais attention le lendemain, je fais attention 2 jours après, évidemment c'est arrivé 3 jours après. Classique. Donc déjà j'ai failli mourir sur place, on va faire simple, parce que le choc était très violent. Et il se trouve que, par chance, on va dire ça comme ça, au moment de l'accident, il y avait un camion de pompiers qui roulait sur l'autre voie, et donc qui a pu me secourir dans les Wow. 30 secondes, quoi. Voilà. Wow. Donc ça, comme voilà. De toute façon, en fait, en général, c'est ça, c'est-à-dire que dans ma vie, j'ai toujours eu des difficultés comme tout le monde, hein, je suis pas épargné par ça, mais il y a toujours ce côté coup de pouce du destin, on va dire, qui fait que ça passe, quoi. Voilà. Donc l'ambulance arrive, enfin le camion de pompier arrive, après les ambulances, donc ça dure quelques heures allongé sur le périph', là, en train de me sauver la vie, une première fois, et ensuite donc l'hôpital bien sûr, où là, en gros, ce qui m'attendait c'était la tétraplégie. Voilà, donc ce qui veut dire 25 ans, tu respires avec une machine, et puis tu bouges rien, et tu parles avec les oreilles, quoi, ou avec les yeux, en clignant des yeux. Donc c'était un peu triste comme histoire quand même, parce que comme tu as dit, j'avais la chance d'être sur une pente ascendante, quoi, vraiment, où tout allait bien, vraiment très bien. 25 ans, la réussite professionnelle entre guillemets,
une vie de couple, vraiment tout allait bien. Bref, quelques secondes ont suffi pour changer la donne. Et donc j'encaisse le choc dans tous les sens du terme. Et puis je me revois encore, donc c'était peut-être 10 jours après l'accident, donc je sortais un peu des vapes parce qu'il m'avait évidemment drogué pas mal pour passer la douleur du moment. Et là, donc j'étais plâtré de la tête aux pieds comme dans les films, un petit peu, hein, sans être loin du cliché. Et c'était minuit, 1h, et je réfléchissais un petit peu à ma vie, du coup, parce que c'était un grand changement, parce que je me voyais mal finir tétraplégique, hein. C'est jamais agréable. Et qu'est-ce que avaient dit les médecins? C'était sûr, pas sûr? C'était Bon, ils n'ont pas totalement fermé la porte, mais il y avait quand même 9 chances sur 10 que ça se termine comme ça. Voilà, par rapport aux blessures que j'avais, parce que j'avais la colonne brisée de multiples endroits, les vertèbres cervicales, plus un autre qui s'appelle l'endotoïde, enfin bref, passons aux détails. Enfin, j'ai terminé le morceau. Ouais. Et donc, si ça bougeait, voilà, c'était fini, quoi. Enfin, c'était fini, en tout cas, j'étais tétraplégique. Tétra, donc tu bouges rien. Voilà. Et donc, je me revois sur le lit, comme ça, en train de réfléchir à mon devenir. Et là, je me dis, bon, alors s'il y a autre chose, si on n'est pas tout seul, s'il y a un sens à tout ça, eh ben, les amis, c'est le moment de vous manifester, parce que là, j'ai vraiment besoin d'un gros coup de main pour m'en sortir. Déjà, moi, je trouve ça dingue que, même si dans ta vie, il n'y avait jamais vraiment rien eu, ou que tu pouvais peut-être te poser des questions entre amis, comme ça, des soirées, puis à 25 ans, voilà, on s'amuse, les questions d'ordre existentiel, pas forcément, et que tu aies pensé, ressenti, à parler à les amis, je sais pas si c'était courant ou que tu penses à l'autre côté comme étant les amis, mais dire s'il y a quelqu'un, aidez-moi, je trouve ça déjà un peu fou et dingue, le fait d'y penser, hein, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui n'y penseraient, mais alors pas du tout. Pour être tout à fait sincère, c'était la première fois, voilà, que je m'adressais directement à quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, pour demander de l'aide concrète. Voilà, donc c'était vraiment une première pour moi. Et je me souviens que cette nuit-là, justement, donc j'ai commencé à envoyer mes questions dans le vide de l'espace, on va dire ça. Et j'ai eu des ressentis en retour. Alors c'était pas une communication, hein, je suis pas médium, donc j'ai pas de clairaudience ni de clairvoyance, non, c'est juste du ressenti. Et donc je ressentais des frissons sur mon lit en fonction des questions que je posais. Alors si je ne ressentais rien, c'était non, voilà, pour faire simple. Et si je ressentais quelque chose, je présumais que c'était oui, voilà. Et donc il y a un dialogue comme ça invisible qui s'est instauré. Parce que j'ai continué à jouer au jeu, hein, ça marchait. Donc, les jours qui ont suivi, j'ai continué comme ça. Et très rapidement, il y a une certitude en moi qui s'est installée, où j'étais persuadé que j'allais m'en sortir. Voilà. Alors, évidemment, on peut dire que c'est le déni. Bon, ça, je connais ces phases-là. Hein. Peut-être. Mais toujours est-il que, effectivement, je m'en suis sorti sur mes deux jambes, et à la grande surprise des médecins, d'ailleurs. Voilà. En combien de temps pour te remettre d'aplomb? Alors écoute, je suis resté 1 mois à l'hôpital en soins intensifs, et après en convalescence 5 mois, donc 6 mois et quelques au total. Et évidemment, 6 mois, 1 semaine, j'avais racheté une moto, parce que j'étais un peu comme ça à l'époque. Alors, est-ce que c'est ressenti ou ce dialogue est resté? Et est-ce qu'il y a eu des remises en question? Parce que ça serait difficile de ne pas remettre en question quoi que ce soit quand on est alité pendant 1 mois, voire rééducation 5 mois. Enfin, je veux dire, il y a de quoi avoir du temps pour soi, pour repenser sa vie. Et si déjà tu poses la question, aidez-moi s'il y a quelqu'un, et s'il y a le pourquoi du comment de ce qui venait de t'arriver, on pourrait dire que, enfin, je sais pas, que ce soit dans des films ou autres, ou des témoignages, nombre de fois où j'ai entendu, ouais, si vous m'aidez, là, promis, je change de voie, de trajectoire, de comportement, Voilà, c'est pour ça que, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre? Parce que tu me reparles de la moto juste après, donc as-tu entendu le message? Eh bien non, justement, tu vois, c'est pour ça que je dis je suis pas forcément un bon élève, hein. J'ai mis du temps à comprendre, parce que j'en suis resté là. J'en suis resté au fait, merci, c'est bien sympa de m'avoir aidé, et puis j'ai repris ma vie. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, pardon. La seule différence, c'est que effectivement, j'avais un ressenti dans la main qui était apparu, que
qu'à l'époque j'ai attribué simplement aux conséquences de l'accident, aux séquelles, parce que la moelle épinière, pardon, avait été touchée, donc pour moi j'avais mis ça sur le dos de ça, si je puis dire. Facile, mais bon. Ouais, facile. Ah bah ouais, mais j'aurais fait certainement pareil. Et puis du coup, non, j'ai repris ma vie. Alors par contre, c'est vrai que de temps en temps, je m'amusais à tester si la connexion était toujours là, si je discutais un petit peu, voir si j'avais toujours ce ressenti, et je l'avais, mais j'allais pas plus loin que ça. Honnêtement, hein, non, j'avais repris ma vie normale, mais le travail où j'étais ont été très très cool avec moi. J'ai repris le cours de ma vie professionnelle. Bon, entre-temps, je me suis séparé, bon, ça arrive. Mais enfin, bref, j'ai repris une vie tout à fait normale et très, très heureuse, mais sans me poser plus de questions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après ça alors? Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a une deuxième étape qui arrive, une fois que le contact a été établi, on va dire. Ça a duré quelques années comme ça. Il se trouve que donc le magazine où je travaillais a été vendu à un groupe concurrent, et avec lequel j'étais totalement en désaccord sur la ligne éditoriale. À l'époque, j'étais rédacteur en chef adjoint. Et donc, j'ai décidé de ne pas suivre l'aventure à l'image d'autres collègues. Et donc, on a créé un autre média indépendant suite à ça. Mais j'étais persuadé que tout allait bien se passer parce que j'avais la baraka, quoi. Quoi qu'il se passe, comme je disais tout à l'heure, hein, malgré les accidents, parce que j'en ai pas eu qu'un, hein, je fais court, mais je les ai accumulés quand même un petit peu, hein, et à chaque fois je m'en suis toujours sorti. Et c'était ça pour toute ma vie, quoi. À chaque fois j'avais des problèmes, ça se passait bien derrière. Voilà. Et donc j'étais un peu dans cette confiance en moi. Alors c'était pas de l'ego, c'était pas de la prétention, je me suis jamais considéré comme meilleur que les autres, mais j'avais cette foi en moi, voilà, on va dire ça comme ça, cette foi en moi qui me faisait penser que tout allait bien se passer, quoi que je fasse. Donc voilà, pour revenir au point de départ, donc je démissionne, on crée le magazine avec mes amis, et moi, à l'époque j'étais marié, et j'avais déjà des envies de voyage, de vivre à l'étranger, ma femme un peu moins, mon ex-femme un peu moins. Et du coup, on avait coupé la poire en deux, c'est-à-dire qu'on était on est parti au Pays Basque, comme à les Basques. Entre-temps, moi, je lui ai acheté une activité, parce qu'elle voulait absolument faire un type d'activité, etc. Donc, je lui ai acheté cette activité, parce que ça me faisait plaisir, et puis ça faisait partie du compromis qu'on avait établi. Et en étant persuadé que ça allait bien se passer, évidemment. Voilà. Et comme à l'époque, j'étais quand même plus cigale que fourmi, c'est-à-dire que l'argent, j'ai dépensé sans compter, et ça n'a pas loupé. En 6 mois, l'affaire était pliée. Plus d'argent, au revoir la belle voiture, au revoir la belle maison, obligé de rentrer sur Paris, la queue entre les jambes. T'avais quel âge à ce moment-là? Écoute, là, j'avais 32 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Et donc voilà, en 6 mois, la dégringolade d'un point de vue matériel total. Donc déjà, c'est une bonne leçon d'humilité. Ça, c'était intéressant. Enfin, je dis ça sur le moment. Enfin, sur le moment, je ne le disais pas. Hein, je dis ça maintenant, parce que là, on est au chaud, on est bien, on est entre nous. Mais sur le moment, tu te demandes, ah, quand même, là, ça fait un peu mal. Hein, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Mais c'est important. Je pense qu'on en reparlera après. Mais ces étapes sont importantes, en fait. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, par la suite, pendant les 2-3 ans qu'on suivit, je ne vais pas dire de bêtises, parce qu'avec les dates, quelquefois, je me mélange un petit peu, mais il me semble que voilà, ça a au moins duré 2 ans, en tout cas. 2 ans, 2 ans et demi. Quels que soient les projets que moi, je mettais en place, ou on venait me chercher, ça terminait toujours à l'eau, systématiquement. Et pour un grain de sable, pour rien, pour un détail, pour quelque chose que je ne voyais jamais venir. Et non, ça marchait pas. Ça marchait pas. Alors, soit j'allais dans des projets qui n'étaient pas vraiment moi, mais que je lançais parce que comme ça rassurait mon ex-femme un petit peu sur le devenir qu'on pouvait avoir, ou des choses que je faisais avec le cœur, mais systématiquement il y avait quelque chose qui marchait pas. Bref, ça a été 2-3 ans un peu difficile, faut pas dire plus, et au bout d'un moment on se dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Parce que là, je ne sais plus, quoi. La baraka. La baraka, alors oui, je me suis écouté, ça c'est bravo Stéphane, bravo. Mais alors j'en ai fait de me casser une jambe quand même, hein. Parce que vu le résultat, parce qu'effectivement, je n'aurais pas démissionné à l'époque, au moment où ça s'est passé, j'aurais continué une carrière, je pense, dans la presse. Mais bon, je me suis ennuyé, parce que je m'ennuyais déjà à l'époque. Ouais, déjà, ouais, peut-être que l'esprit n'aurait plus été là, quoi.
respect n'aurait pu être là, et puis moi j'aurais commencé à me mentir. Et c'est vrai que, bon, autant j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde, mais je pense, je me suis jamais vraiment menti, quoi. Voilà, par rapport à ce que je voulais, ce que je souhaitais de la vie. Et jusqu'à présent, malgré des moments difficiles, ça m'a toujours servi. Voilà. Donc, 33 ans, tu inities différents projets dans le domaine dont tu parles depuis le début, presse écrite, magazine ou autre. Et chaque fois, au dernier moment ou durant, voilà, ça capote. Et tu me parles de questionnement, et je comprends ô combien, et je crois que ça doit parler à beaucoup de personnes, de se dire, bon bah ok, alors elle est où la porte de sortie, qu'est-ce que je dois faire, puisque tu dis écouter ton cœur, où est-ce que tu t'es planté sur le chemin? Eh bien, en fait, avec le recul, je ne me suis pas du tout planté. C'est ça la magie. Mais sur le moment, on le voit pas comme ça, parce que moi, le côté lâcher prise, allons-y, haut les cœurs et compagnie, sur le moment, c'était pas dans l'idée que ça allait foirer. Ouais, il faut pas être con, hein, pour le coup. Ouais. Je ne suis pas maso, personne là a priori, enfin il y en a qui aiment ça, enfin c'est pas mon cas. Donc le côté, allez, jette-toi du haut de la falaise, t'as un élastique, pas sûr, bah, c'est pas grave, on y va quand même, forcément qu'il y en a un, et bah non. Donc sur le moment, oui, j'y suis allé, mais sans du tout savoir que ça allait être terrible. Mais avec le recul, ça n'a pas du tout été une erreur, ni un échec, parce que, bon, j'en parle un petit peu peut-être, mais en fait, c'est ce qu'on dit souvent, hein, une coupe, pour la remplir, il faut qu'elle se vide, quoi. Voilà. Et toute cette période de difficulté totale, parce que, bah, en gros, mon monde s'est écroulé, hein. Mon statut économique s'est écroulé, mon statut social s'est écroulé, mon statut privé s'est écroulé parce que mon ex-femme m'aimait beaucoup en tant que Stéphane, rédacteur dans la presse, etc. Un peu moins sans Fauché, argent. et puis statut social, voilà, Voilà, c'est avec sûr. une voiture qui a 20 ans, et puis les vacances, c'est plus au bout de la planète, c'est pas du coup, c'est pas de vacances. Bon, bref. Donc en gros, voilà, ça a mis 2-3 ans à vraiment s'écrouler totalement. Et en fait, avec le recul, et pourquoi ça s'écroulait à chaque fois, c'est parce que j'essayais de me raccrocher à mon ancienne vie. J'essayais de retrouver un statut social, j'essayais de retrouver une vie que j'avais connue, de facilité financière, matérielle, un peu d'égo quand même dans l'histoire, où voilà, t'as une carte de presse, t'es quand même, voilà, enfin, Fierté, bah oui, une petite fierté, quoi. Encore une fois, sans verser dans la prétention totale et le côté un peu puant, hein. Mais voilà, t'es content de toi, quoi. Voilà, tu t'es fait tout seul, t'es là où tu es grâce à ton travail, t'as pas bénéficié d'aide particulière, enfin en tout cas pas au niveau matériel, hein, peut-être au-dessus certainement, mais pas à ce niveau-là. Et donc voilà, une petite fierté, et puis du jour au lendemain, bah, tu t'aperçois que tout ça t'est enlevé, et que c'est plus ta vie. C'est plus ta vie. Et en fait, c'est l'image que j'aime bien, on avance tous à vue, quoi. On navigue à vue, parce qu'on ne sait pas trop comment faire, et du coup, la seule façon de faire, c'est d'avancer, et puis de temps en temps, bah, on se prend des murs. Puis on ricoche d'un mur à l'autre, voilà, jusqu'à arriver au moment où bah, tu retrouves ta voie, et là, ça se libère. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ouais, c'est vraiment l'entonnoir, j'ai l'image du sablier. Hein, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors, quelques-uns sont meilleurs que d'autres parce qu'ils plongent directement au centre. Ouais. D'autres qui sont un peu moins doués comme moi, qui ricochent un peu, qui tapent un peu, pardon, qui tapent un peu à gauche et à droite. J'ai la voix qui part un petit peu. Il faut dire que Stéphane est malade. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Ça arrive. Je précise d'autant plus que pour nombre de thérapeutes qui viennent, il se passe des choses. T'es pas le premier à venir à être un peu malade. Ça fait bouger de venir s'asseoir et de se raconter un petit peu. C'est pas évident. On se retrouve ras les pâquerettes, les prétentions de grandeur ou des projets, et je veux dire, ce que tu dis est tout à fait d'une logique, j'allais dire, implacable, c'est-à-dire qu'on se raccroche sur à quoi ce qu'on connaît, ou croit connaître de sa vie, de ce qui nous a fait nous sentir forts, de ce qui a créé une réussite sociale et autres, et j'allais dire même la seule voie qu'on a connue jusqu'à maintenant. Enfin, comment pourrait-il quelque part en être autrement quand on a connu ça, quand nos parents eux-mêmes ont connu ça, et que la société entière nous dit bah, c'est comme ça que tu réussis ta vie. Donc vouloir se raccrocher à ça, c'est quelque part, j'allais dire, limite du bon sens au regard de ce que, entre guillemets, nous vend la société. Absolument. Maintenant, là où je vois la grande difficulté, c'est
Alors tu parles des murs qui, quelque part sont là pour te rectifier, c'est intéressant, pour te remettre sur ton droit chemin, chemin que tu ne connais pas, tu visualises pas puisqu'il est hors convention sociale. Donc est-ce qu'une fois que tu es sur ton droit chemin, tu sais que tu es sur ton droit chemin? Non, parce qu'encore une fois, je suis un très mauvais élève, j'ai encore mis du temps à le comprendre. La seule chose, par contre, que j'ai compris, c'est que le jour où, bon, après la dernière désillusion au niveau des projets, a fait que mon ex-femme a décidé que c'était trop, donc du coup, on s'est séparés. Et ben, je me suis retrouvé libre, totalement, de faire ce que je voulais, et donc j'ai décidé de partir de France, un peu comme dans les films, hein, j'ai mis les valises dans la voiture, et puis j'ai pris la direction du sud, et puis je suis parti donc au Maroc. Et durant tout ce trajet, je m'en souviens encore, mais j'étais euphorique. Mais Léger. léger et vraiment mort de rire. Je rigolais, mais comme un taré, tout seul dans la voiture. C'était... alors, à l'époque, j'avais pas ce recul, hein, évidemment, j'étais juste... Là, t'as quel âge, quoi? là, j'ai 46, là, 46 ans. Là, maintenant, oui, mais... Ah, pardon. Bon, bah écoute, c'était il y a 10 ans, donc j'avais... 36, 35. Ouais, 35. Ouais. 34, 35, ouais. Alors, j'apprécie beaucoup ce côté euphorique. Pourquoi vouloir quitter la France? Qu'est-ce qu'en pense la famille de toute cette histoire? Parce que j'imagine que tout ce que les mamans, parents souhaitent pour leur enfant, ce qu'il y a de mieux, surtout qu'il y a de quoi être fier quand notre enfant a atteint un certain statut social, etc. Et que malgré ce qu'il essaye de faire pour remonter la pente, il n'y a rien qui se passe, il peut y avoir de la panique. Et de surcroît, tu décides de partir vivre au Maroc. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour la famille, mais il y a un côté certainement très angoissant. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Il a pété un câble. Donc ça serait la première question. Et pourquoi le Maroc? Tu as des acquaintances, acquaintances, pardon, avec le Maroc? Tu connais les gens, un endroit, enfin... Alors pour la première question, donc au niveau de l'inquiétude familiale, alors je pense que oui, ils ont peut-être été un petit peu inquiets, mais j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est quand même très ouverte, qui m'a toujours laissé faire ce que je souhaitais faire. Donc déjà ils n'ont pas eu le choix, les pauvres. Et deuxièmement, ils ne m'ont jamais retenu, parce que manifestement, de toute façon, quoi que je fasse en France, ça ne marchait pas. Donc ils m'ont laissé vivre ma vie, quoi, tout simplement. Voilà. Et entre-temps, j'avais réussi à assurer un petit revenu de par le magazine qu'on avait créé, qui commençait à fonctionner un peu, donc j'avais une petite sécurité financière, très légère, mais enfin, toujours est-il que j'avais un minimum. Et donc c'était quand même plus ou moins rassuré par rapport à ça. Et puis après, étant issu d'une famille quand même où l'entourage proche ou moins proche a toujours voyagé, bon, ils avaient déjà aussi, ils ont le goût de ça, donc ils savent un petit peu ce que c'est d'être attiré par l'étranger. Donc ça, je pense que l'inquiétude, c'est pas de l'inquiétude, c'est plus un peu de la tristesse d'être un peu loin et voilà, d'être séparé, mais je pense qu'ils l'ont plutôt bien vécu. En tout cas, je les en remercie de m'avoir toujours dégagé de toute pression, de tout chantage affectif et tout ce qui se passe habituellement dans les familles. Hein. Donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et deuxièmement, pourquoi le Maroc? Eh bien, il se trouve que je suis né au Maroc. Voilà. Alors je suis normand, mais mon père était coopérant. Et il se trouve, donc voilà, je suis arrivé à Casablanca. Et du coup, pour moi, c'était une sorte... retour aux sources. Un petit retour aux sources, oui, c'est un peu... Ouais. Un peu mais la symbolique est intéressante pour repartir à zéro. Ouais, une nouvelle naissance. Ouais. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Alors c'est un peu cliché, hein, je sais bien, mais voilà, c'est comme ça, donc voilà. Et du coup, effectivement, j'étais dans la voiture, j'avais pas beaucoup d'argent devant moi, et je suis parti sans connaître personne. J'avais réservé une nuit dans un hôtel pour le premier soir. Et je me souviens, encore une fois, avoir fait tout le trajet, mais avec le sourire aux lèvres, en rigolant comme un taré. Je pense que les gens auraient pu penser que j'avais pris des produits tellement c'était n'importe quoi, et même pas. Donc voilà. Et je suis arrivé au Maroc, et puis je me suis posé, et j'ai commencé à vivre, et puis les choses se sont déroulées très simplement, très naturellement. Mais j'étais pas encore dans une démarche spirituelle. Hein. J'étais un peu comme après l'accident, c'est-à-dire que ok, j'ai passé une étape, je reprends ma vie. Sauf que là, j'ai pris une vie différente, mais il n'y avait pas encore du tout d'approche spirituelle ou de distanciation par rapport à la vie, qu'est-ce qui se passe, tirer des leçons par rapport à ce qui nous arrive, etc. Non, j'étais très loin de tout ça, j'étais juste content de partir. Voilà.
et de découvrir une nouvelle vie. Alors comment se trace ce chemin on est en train de suivre ce fil conducteur qui te ramène à peut-être reprendre contact avec ce qui se passe dans ton corps, reprendre contact avec cet univers ou ce questionnement? Ah bah c'est très simple, c'était un soir dans la cuisine, ma compagne de l'époque était donc en train de cuisiner, et à un moment elle se brûle avec de l'huile. Bon. Ça arrive, et là j'étais assis à côté, et je sais pas pourquoi, ça m'a traversé l'esprit. Vraiment, c'était pas du tout prémédité, bah, je lui ai demandé de s'approcher et de me donner sa main, et j'ai passé ma main sur la brûlure, et la brûlure est passée, elle n'a pas eu de brûlure, pas eu de, pardon, Le cloque? pas de cloque, pas de douleur, et c'est passé en quelques minutes. Et voilà, donc ça m'a pris comme une envie de... pas prémédité, je l'ai fait de manière tout à fait naturelle. C'était très simple, ça s'est fait comme ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, bah écoute, ça fonctionne une fois, ça peut recommencer. Et donc, à chaque fois que l'occasion se présentait, que ce soit des petits bobos, les amis, voilà, les gens qui étaient autour de moi, je leur proposais, s'ils voulaient essayer, je pouvais essayer de les aider justement. Voilà, et j'ai commencé en fait à soigner comme ça. Voilà. Mais j'étais encore dans une démarche un petit peu de magicien, c'est-à-dire que j'étais très loin encore de la vraie démarche de soins, avec toutes les implications, comment dire, spirituelles et autres que ça comporte. J'étais vraiment, bah voilà, j'ai un truc, t'as mal à la tête, bouge pas, je vais essayer de t'aider. Et puis j'étais content parce que les gens étaient contents, et puis moi ça me suffisait. Donc tu vois, j'ai pris du temps. Ouais. J'ai pris du temps, tout ça a mis du temps pour mûrir. Voilà. Donc voilà comment c'est apparu la première fois, et comment ça a commencé. Alors, toujours en suivant ce fil, qu'est-ce qui se passe pour que tu le dises à un moment donné, enfin pour passer un cap, parce que là, il y a le cap avec le fait que ta compagne se brûle, tu prends conscience du truc, premier cap, ok, je fais bénéficier autour de moi, je me pose toujours pas de questions, je cherche pas à comprendre comment ça marche, ok, donc il y a forcément une prochaine étape où il y a un escalier supplémentaire qui est franchi. Oui. Il a lieu quand et où? Alors il a lieu au Costa Rica, donc, où j'ai vécu 6 ans, un peu moins de 6 ans, et où donc j'ai participé à des cérémonies d'ayahuasca. Donc là, le questionnement, il était là ou pas? Pardon? Est-ce que le questionnement, pour le coup, il était là? Parce que les séances d'ayahuasca, il ne s'agit pas d'un ego trip. Je sais pas la première fois qu'on en parle à l'antenne, mais je le répète, il s'agit vraiment de le faire dans un cadre bien spécifique, avec des vrais chamans, des gens vraiment initiés. Ça peut être dangereux, et on a besoin d'avoir un guide, ce qui est censé faire le chaman, pour pouvoir sécuriser au mieux le cadre qui est posé. Et nous repêcher selon là où on est, voilà, on est voyageur d'autres sphères. Donc pour déjà commencer à se dire tiens, je vais essayer une séance d'ayahuasca qui s'appelle la purge. Donc déjà, tout le monde n'a pas envie de se faire purger, parce que ça vomit, et puis on est face à certaines choses de nous-mêmes qui peut nous déplaire. Donc faut déjà peut-être se poser la question, tiens, alors avant d'en entendre parler, oui, mais sous quelle forme tu en as entendu parler? Qu'est-ce que tu pensais que ça pouvait être? Et au final, qu'est-ce que c'est pour toi? C'est vrai que je suis passé directement un petit peu à la fin, donc je vais revenir un petit peu en arrière. C'est vrai qu'au Costa Rica, donc c'est un pays qui est d'une beauté hallucinante au niveau de la nature, et donc j'ai toujours vécu dans des endroits merveilleux où on a une certaine reconnexion avec la nature qui se fait voilà, naturellement, parce qu'on habite dans la nature. Enfin, en tout cas, moi, j'habitais vraiment dans la pampa. Et je précise pour les internautes que tu es parti là-bas, tu ne savais pas parler du tout espagnol. Ah non, alors je suis parti, je connaissais personne, et je parlais pas un mot d'espagnol. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant 1 an, quand je voulais parler de miracle, je faisais ça à la française, donc je parlais de miraculo. Et pour ceux qui parlent espagnol... Mira, ça veut dire regarde et culo, vous avez compris. Donc en gros, pendant 1 an, j'ai proposé aux gens de regarder mon derrière. Voilà mon niveau, pour à peu près situer le débat. Mais bon, après voilà, je me suis bien mis, et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, avec un peu de volonté, ça vient vite. Mais Non, c'est comique. C'est pas mal. Et je comprends pourquoi les gens rigolaient, mais ils ont été m'étonnes. gentils. Ils m'ont pas frappé. Et oui, j'allais dire une bêtise. Et donc pour le coup, qu'est-ce qui se passe au Costa Rica du fait de cette nature omniprésente? Alors écoute, je pense que c'est un niveau inconscient.
parce que c'était pas, encore une fois, prémédité de ma part. Je suis pas parti au Costa Rica avec un objectif bien précis. J'étais non, ça m'attire, bah, j'y vais. Ça, c'est un peu comme la map monde, elle te fait tourner, tu regardes, bon, là, bof, non. Ah oui, là, tiens, quand même, ça n'a pas l'air mal. Et puis hop, là, ça s'est fait comme ça. Donc, j'ai suivi encore une fois Cet élan du cœur. mon élan du cœur en permanence. Et ça, on y reviendra par la suite, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Et donc, me voici au Costa Rica, et plongé dans cette nature, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai senti une sorte d'appel, voilà, à me connecter avec la plante, parce que je connaissais l'ayahuasca de manière théorique, notamment par Yann Kounen, hein, qui a vraiment ouvert la voie sur ça au niveau des Français déjà, au niveau des Occidentaux. Et moi j'avais quand même commencé un chemin spirituel, mais de réflexion, mais il me manquait l'expérimentation. Voilà, je voulais vivre par moi-même ce dont on parlait, quoi. Voilà. Et il se trouve que eh bien, j'ai commencé à demander à droite à gauche si quelqu'un connaissait. Il se trouve que oui. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Enfin, j'ai participé à ma première cérémonie. Donc c'était dans la jungle, à 1 heure de marche pour aller à l'endroit, et dans une petite hutte là, de jungle. Et ça a été juste magnifique. Alors, je ne suis pas allé dans un but précis, encore une fois. J'étais vraiment pour l'expérimentation. Je ne pensais pas avoir de problématiques particulières à régler. Je pensais être clair avec mes névroses, etc. Mais il se trouve qu'on on a toujours sur le coude. Et que cette nuit a été le début déjà d'un grand nettoyage. Où physiquement, j'ai senti que j'avais perdu 10 kilos de poids sur les épaules, dont j'étais pas conscient le jour d'avant, mais que j'ai senti le jour d'après parce que je me sentais léger, de par la purga, donc la purge. Hein. Et puis, il y a également des connexions avec des énergies, je pense, de soins, qui continuent d'accompagner, voilà, au quotidien, enfin, dans les soins que je propose avec les gens. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et ces cérémonies d'ayahuasca, en fait, m'ont donné un grand coup de pied aux fesses pour passer dans la dimension vraiment spirituelle de la démarche de soins, et vraiment dans la dimension thérapeutique de cette capacité qui est là, que j'exploitais à moitié, finalement, un petit peu comme un gosse qui joue avec son jouet, quoi. Voilà. Donc, parce que j'ai passé des sales moments, hein, durant les cérémonies, mais ça a été vraiment... Enfin, je perçois comme ça, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un grand nettoyage, parce que je pense que à partir du moment où on travaille avec les énergies, ou avec l'énergie avec un grand E, il faut être un minimum au clair soi-même. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on puisse être un bon thérapeute si soi-même on est bardé de casseroles et avec des valises à non plus finir. Voilà. Donc je pense que moi, le traitement un peu spécial qui m'était réservé, parce que je voyais bien par rapport aux autres gens qui participaient, bon, ils n'étaient pas bien pendant une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Moi, quelquefois, ça durait toute la nuit. Hein. Toute la nuit où je ne savais plus où j'habitais, tellement je purgeais, justement. Donc c'était un peu compliqué. Donc je pense vraiment que j'ai eu droit à un nettoyage énergétique, pour le coup, au niveau de mes propres problématiques, pour justement me préparer à ce qui arrivait par la suite. Et qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite, alors ? Par la suite, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à être dans une vraie démarche de soins, avec une vraie approche spirituelle et avec une vraie approche d'aide aux autres, en fait. Voilà. Est-ce que tu as compris comment tu fonctionnais, ou ce que tu faisais, comment ça s'opérait ? Oui. Est-ce que tu as cherché parce que ce qui est intéressant, c'est le nombre de fois où j'ai entendu ça, je te le raconte pas, c'est voilà, je suis magnétiseur, je suis énergéticien, pourquoi se poser des questions ? Ce que je fais, ça marche. Donc voilà, je ressens, et c'est purement intuitif, voilà, c'est à tel endroit, etc. Je diffuse, j'infuse, et puis pouf, le truc est réglé ou pas. Tu nous en diras plus. Donc des fois, il n'est pas nécessaire de vouloir comprendre mentalement. Absolument. Donc dans quelle mesure, toi, tu as souhaité investiguer, aller plus dans la compréhension en même temps de ce que tu faisais, de ce que tu proposais, de comment ça opérait ? Je pense que ça, c'est un terrain qui est glissant, parce que dès qu'on commence à vouloir analyser, il y a le mental qui rentre dans l'histoire, et qui veut comprendre, qui veut mettre les choses dans les cases, et je crois qu'honnêtement, ça nous dépasse. Donc ça, je reste méfiant par rapport aux analyses techniques,
Même si j'entends quand même, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça et qui ont tout un tas d'explications qui sont très, très intéressantes. Mais à titre personnel, je préfère rester effectivement dans l'intuitif. En sachant que quand même pendant les cérémonies, j'y reviens, parce que pour moi c'était le point de départ vraiment de la pratique thérapeutique, j'ai eu des connexions et des énergies qui étaient parfaitement claires, liées aux soins. C'est-à-dire que, par exemple, la première cérémonie, je me suis retrouvé à chanter comme un chaman, alors que bon... Les fameux Icaros, ces fameux chants. J'ai chanté des Icaros alors que j'y connaissais rien, et que c'était pas du tout pour faire l'intéressant, et que ça s'est fait très naturellement. La personne qui était à côté de moi, je sentais que le chant était pour elle, et elle l'a ressenti également. Et à la fin de la cérémonie, j'ai eu une vision d'un vieux chaman qui me regardait en rigolant, en me disant, justement, on a bien rigolé ensemble. Voilà. Donc je pense qu'il m'avait investi. Puis après également, j'ai eu également cette phase où on parle d'animal totem. Moi je trouve que c'est le serpent, comme par hasard. Le serpent lié aux soins depuis toujours. Et puis également des visions très liées à mes mains. Et je voyais l'énergie circuler, et j'ai l'impression d'être plongé dans un champ électromagnétique énorme. Enfin bon, voilà. Tout me poussait vers ça, quoi. Ouais, voilà. C'est clair. Ouais. Donc tout me poussait vers ça, et effectivement, ce n'est qu'une expérience que je ne peux absolument pas partager, je peux rien prouver. De toute façon, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Mais pour moi, voilà, ça faisait sens, et ça me suffit. Ça me suffit. Après, l'explication intellectuelle et pourquoi et comment, oui, c'est intéressant d'en parler, bien sûr, mais j'y accorde pas plus d'importance. Ce qui est intéressant, autant on parle des soins énergétiques et de l'aspect intuitif, et comme quoi il est essentiel, ça c'est une chose, et en même temps tu proposes, comme tu l'as dit, mentionné au début de l'émission, le Dien Shan, qui elle est une pratique qui est beaucoup plus cartographiée, puisque d'après la médecine chinoise, même si c'est vietnamien, donc on voit deux parties, pour occidental que tu es, c'est aussi intéressant. Je pense que c'est comme tout, rien, c'est pas parce qu'il y a une chose que l'autre est incompatible. Quand on parle de la médecine allopathique, c'est pas parce que on fait de l'énergie qu'on peut pas non plus de temps en temps aller voir la médecine allopathique. Moi, ils m'ont sauvé la vie quand même. Donc quand j'ai eu l'accident, sans médecine allopathique, je pense que voilà, c'était fini. Donc moi, j'oppose rien. Voilà, je reste ouvert à ce qui est. Et donc effectivement, le Dien Shan, pour parler de ça, pour moi, est une approche parallèle ou complémentaire, on va dire ça, parce que c'est quand même pas, faut être honnête, c'est pas ma première activité, qui permet sur des points mécaniques bien précis, en tout cas pour ma part, de résoudre des problèmes en très peu de temps. Par exemple, il y a cette infirmière qui a eu un accident de voiture, pardon, la moto c'est moi, accident de voiture, qui était bloquée de la nuque depuis des années, et puis bon, elle avait fait le tour de ce qu'elle pouvait faire, et manifestement, ça ne passait pas, et honnêtement, en 30 secondes, voilà, c'est passé, quoi. Alors, est-ce que c'est pas dû aussi, parce que ce que j'ai cru comprendre ou apprendre, tout est relatif parce que c'est que des témoignages, je ne suis qu'un vecteur de ça, certains acupuncteurs qui disent que c'est pas tant les aiguilles qui sont importantes, mais l'énergie que met l'acupuncteur au moment où il plante l'aiguille. Donc est-ce que, par rapport au Dien Shan, est-ce que ça ne serait pas aussi toi, l'énergie que tu mets au moment où tu fais cette acupression avec ce petit stylet Possible. Honnêtement, là, j'ai pas la réponse à ça, parce que, encore une fois, je m'arrête au résultat. J'essaye de pas trop analyser les situations, parce que j'ai pas la réponse à tout. Et qu'après, oui, on peut se faire plaisir à théoriser tout un tas de choses, mais pour moi, de mon expérience, parce que le Dien Shan, ça va bien plus loin que les problèmes mécaniques, c'est également rééquilibrage des énergies, yin-yang, enfin bon, vraiment, on peut aller loin avec ça, a priori. Mais moi, dans mon approche personnelle, je préfère vraiment le réserver aux problèmes purement mécaniques, de blocage de nuque, de torticolis, des gens qui veulent arrêter de fumer, par exemple. Ça peut aussi fonctionner, parce que ça les dégoûte de la cigarette. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Mais effectivement, que de toute façon, là, on parle à un niveau terrestre, mais tout est une histoire d'intention, finalement. Et je pense que c'est ça, en fait, le secret du soin en général, c'est l'intention qu'on pose. Voilà, à partir du moment où on pose l'intention du soin,
quelle que soit la méthode, quelle que soit la technique, voilà, il va se passer quelque chose. Voilà, si on fait ça avec le cœur, je veux dire, hein, si on n'est pas juste un technicien qui fait ça à la chaîne sans en avoir grand-chose à faire. Ouais, encore une fois, ils mettent de l'esprit, pour le coup, avec cette intention. Oui. Comment tu as pu, on va dire, développer la confiance que tu pouvais avoir en soi? Parce que, je t'explique. Dans le cadre de tes séances, puisque pour te joindre à moins des francophones qui nous regardent, qui se disent, tiens, Stéphane va bientôt emménager en Uruguay. merci, j'habite là, donc c'est super, je vais pouvoir aller le voir, donc ça c'est une chose. Mais sinon, pour ceux et celles qui souhaitent en tout cas pouvoir avoir recevoir un soin avec toi, ou et un accompagnement de vie, et on peut comprendre qu'au regard de ton parcours, pour ce qui est d'accompagner les gens, pour le coup, tu es, je veux dire, bien placé pour permettre à celui ou celle qui te suit ou t'accompagne de voir quelle serait l'utilité de vivre telle ou telle chose, quand bien même on est dépouillé matériellement, relationnellement, socialement. Parce que tu as vécu ce dépouillement, quoi. Hein, partir ça. Avec sa voiture et la valise dans le coffre, aller, wouh, l'aventure. Bon, voilà. Et c'est pas évident d'accepter ou d'accueillir ça. Et tu aurais pu rester longtemps accroché à ce statut que tu as connu, cette notoriété, cette aisance financière. Et j'en ai connu qui sont restés attachés à ça, voire aveugles pendant longtemps, et qui ont fini en HP parce qu'ils refusaient de voir ou d'accepter. Hein. Donc, il y a quand même chez toi ce côté enfantin qui est là, et l'aventure qui est ce fil conducteur. Voilà, tu es clairement là pour t'amuser et te faire plaisir, ça se voit. Et en même temps d'être là où la partie peut-être supérieure de toi voudrait que tu sois. Maintenant que tu as, on va dire, investi pleinement, et je pense que cette émission va t'aider à investir pleinement ton rôle, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de la technique, ou savoir qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as constaté de par ton expérience. Je te donne un exemple, parce qu'on parle de compréhension, tu dis que le mental c'est une chose, et que l'intuition, ou en tout cas le ressenti, doit être le plus important. Entre ceux qui viennent te voir en disant ben voilà Stéphane, j'ai mal à tel endroit. Est-ce que en faisant le soin, alors est-ce que le soin, tu as besoin de voir la personne, ou est-ce que ça peut se faire après la séance? Est-ce que tu as les questions-réponses avec la personne? Et quand bien même la personne t'a dit, par exemple, tiens, je ressens un truc aux vertèbres, et puis quand tu fais la séance énergétique, tu dis, ah non, c'est pas là que le problème d'origine, il est, je sais pas, l'estomac, les intestins, ou ailleurs, j'en sais rien. Et après, peut-être de faire un débriefing. Bref, je te trace un tableau sans savoir quoi, mais c'est pour pouvoir peut-être nous expliquer un peu plus le côté technique de comment tu as pu noter, ouais. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui, voilà, pour ceux et celles qui nous écoutent? Alors en fait, c'est assez simple. C'est pas comme ça que je l'avais envisagé au départ, mais il se trouve que maintenant, avant chaque séance, il y a une partie discussion qui intervient, où la personne m'explique sa problématique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans à peu près 7-8 cas sur 10, c'est surtout des problématiques émotionnelles, existentielles, plus que des problématiques physiques. Alors il y en a, hein, mais dès qu'on creuse, effectivement... C'est énorme, hein, 70-80%. Oui, c'est vraiment ça. Moi, j'en suis premier surpris, mais... On somatise à ce point-là? Manifestement, mais c'est pas que des maladies, c'est des gens qui se sentent mal. Hein. C'est pas juste... parce que j'en ai plein le dos, donc j'ai mal au dos, etc. Non, c'est des gens qui viennent, qui n'ont pas trop mal quelque part, c'est juste que ça ne va pas du tout à l'intérieur. Voilà. Et je ne l'ai pas choisi, hein. Je ne me suis pas du tout axé. Moi, au départ, c'est le soin. Voilà, tu as mal au genou, bah, viens me voir, et puis on va essayer de t'aider. Et puis, ça m'a... Voilà, le fait est que la vie m'a amené à rencontrer des gens qui ont vraiment des vrais problèmes existentiels. Donc ça va de toxicos, de dépressifs vraiment limite, un souffle et ils partent. Enfin des cas voilà, assez durs finalement, hein, où des gens qui se rendent compte que voilà, à la moitié de leur vie, bah, ils sont totalement passés à côté et du coup ils savent plus quoi faire. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, enfin bref, des choses comme ça.
Et donc honnêtement, oui, c'est 7 à 8 cas sur 10 sont des gens qui ont des problèmes existentiels, émotionnels. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est l'émotion. Hein. C'est des névroses liées à l'enfance, comme d'habitude. Hein. Papa, maman, la fratrie et moi. Ça s'est pas bien passé. Ou alors des traumatismes, viol, agression, des choses comme ça. Ça arrive très souvent également. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est devenu... la partie discussion en amont du soin est devenue extrêmement importante parce que déjà, on commence le soin à ce niveau-là. Alors, il se trouve que, bon, les gens me parlent naturellement. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Je ne sais pas étonné pourquoi, mais... Écoute, apparemment, voilà, j'ai pas une tête, malgré que je sois chauve et une tête patibulaire. Pardon. Les gens se confient naturellement, et en fait, c'est extrêmement important, parce que, déjà, en sortant les mots, hein, je vais pas faire le jeu de mots habituel, hein, les mots, enfin, toujours est-il que, c'est déjà une première chose, et, parce que c'est une sorte de purge, hein, c'est toujours pareil. Le soin, c'est de sortir les choses. C'est comme si tu avais une cuisine où tu empiles les ordures depuis des années. Quoi. Au bout d'un moment, ça pourrit, il ne faut pas s'étonner que ça pose problème. Donc le fait déjà de parler et ouvertement avec quelqu'un qui n'est pas là pour vous juger, et puis non plus sans être un psy, parce que je ne suis pas du tout psy, que ce soit clair, mais simplement un humain qui est en face, qui a de l'empathie pour ce que vous dites, sans forcément vous caresser dans le sens du poil. Hein. Moi, je ne caresse absolument pas les gens dans le sens du poil, je ne dis pas ce qu'ils ont envie d'entendre, mais le fait qu'ils puissent me parler, expliquer leurs problèmes, déjà, moi, ça permet de voir où se situe le problème, derrière les apparences, on va dire, parce que j'ai, sans être encore une fois clairvoyant ou clairaudient, j'ai quand même une intuition qui est assez forte. Et je vois assez bien les structures qu'il y a derrière, quoi. Les programmes qui tournent, qui font qu'on arrive à telle problématique. Et donc derrière ça, donc ça dure à peu près entre 20 minutes et 3 heures, comme quelquefois il y a besoin. Enfin bon, en général c'est plutôt 20 minutes. Mais je prends le temps en tout cas. Non, je prends le temps, parce que pour moi c'est important, vraiment. Ça m'intéresse pas de faire du soin à l'abattage. Moi, je suis dans une vraie démarche sincère. Donc voilà, si la personne a besoin de parler pendant 3 heures, eh ben on va prendre 3 heures. Et ben c'est pas grave. Moi, encore une fois, je reste fidèle à ce que je suis. Donc ça, c'est important. Et derrière ça, je donne aucun conseil aux personnes. Par contre, j'ai peut-être cette facilité de leur ouvrir des portes. Et de leur permettre de voir un autre angle de vue par rapport à leur situation, qu'ils n'auraient peut-être pas vu seuls, parce que quand on est enfermé dans un problème, c'est toujours très difficile d'avoir des vues extérieures. Et il y a 2-3 axes qui se retrouvent à chaque fois. C'est premièrement, on a le choix de sa vie. On a vraiment le choix. Et parce que le côté, bah non, vous comprenez, ou tu comprends Stéphane, j'ai pas le choix parce que si, parce que ça. Non, ça c'est des mensonges. On se raconte des histoires. On a le choix. La seule chose, c'est qu'on a peur des conséquences des choix. Parce qu'effectivement, le choix peut avoir des conséquences qui vont être très difficiles. Et ça, je le comprends parfaitement. Moi, le premier, quand j'ai décidé de changer de vie, si on m'avait dit à l'avance que mon choix, parce que j'ai suivi mon intuition, allait m'amener dans une galère pas possible, moi, le premier, je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois avant de sauter le pas. Donc, c'est pas du tout un jugement et je me mets tout à fait à la place des gens. Mais le fait est qu'on a le choix. Voilà. Est-ce qu'on a envie d'assumer ces choix-là ou pas? Est-ce qu'on a envie d'aller vers un inconnu ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais le choix, on l'a pour la plupart, hein, parce que personne ne nous attend avec un fusil de snipe pour nous, nous tirer une balle dès qu'on sort de la porte. Hein. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, j'essaye d'amener les gens à prendre conscience qu'ils sont responsables de leur vie. Alors, pas forcément responsables de ce qui leur arrive, parce qu'effectivement, on navigue tous plus ou moins à vue, on fait tout ce qu'on peut avec nos moyens, et quelquefois, il y a des événements qui nous arrivent et qu'on aurait bien évité si on avait le choix, pour le coup. Mais par contre, je pense qu'on a toujours le choix de la réaction qu'on a vis-à-vis du problème qui intervient. Et aujourd'hui, avec le temps, avec l'expérience, avec le recul, avec le chemin que moi-même j'ai accompli, je vois plus les problèmes comme des problèmes ou les erreurs comme des erreurs. Je vois juste des opportunités de travailler sur soi et de voir qu'est-ce qu'il y a en nous qui résonne avec l'extérieur, enfin le pseudo-extérieur, qui fait qu'on a encore des problématiques à régler vis-à-vis de ça. Voilà. Donc, pour moi, l'extérieur, enfin les problèmes dont on parle, ce ne sont que des stimuli qui nous montrent, comme des petites flèches, des panneaux indicateurs, les choses qu'on a à l'intérieur à régler si on veut avancer. Après, il n'y a pas d'obligation.
Si on n'a pas envie de se faire mal, si on n'a pas envie, parce que malheureusement ça passe un peu dans la difficulté, hein. Il y a des gens pour qui ça avance tout seul, naturellement, sans souffrance, mais c'est pas toujours le cas, loin de là, je pense. Mais à partir du moment où on est en pleine conscience du fait que, ok, ma vie va pas très bien, je suis pas bien aligné, mais j'ai décidé que ça serait mieux comme ça parce que j'ai pas envie d'aller là où ça va faire mal parce que ça va être trop et que j'ai, voilà. Bah, très bien, il n'y a aucun souci, que chacun vive la vie qu'il souhaite. Mais il faut pas se mentir, voilà. Il faut être totalement au clair avec soi-même, je pense. Il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux, hein. Parce que pour moi, le bonheur, c'est l'alignement. Encore une fois, c'est que ma vision des choses, hein. On a tous notre vision et il ne s'agit pas de dire que j'ai la vérité, et loin de là. Il y a autant de vérité que de gens, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc je ne fais qu'exprimer ma vision des choses. Mais en tout cas, de mon expérience et de celle des gens qui viennent me voir et qui écoutent un petit peu ce que je leur dis, qui l'appliquent en tout cas, et dont j'ai les retours après, parce qu'ils me tiennent au courant, ça passe par là. C'est-à-dire le fait d'être aligné entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et à partir du moment où on a cette ligne droite, à peu près droite, hein, il ne s'agit pas d'être rectiligne parce qu'on est humain quand même, mais si on est à peu près aligné sur ces 4 plans-là, et bien après, le reste, bon, ça devient accessoire, pardon. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est bisounours, que la vie est facile à partir du moment où on a cette approche-là. Mais on la gère différemment. Et à partir du moment où on prend de la distance par rapport à ce qui nous arrive et qu'on ne s'identifie plus au problème, mais qu'on le voit de l'extérieur et comme quelque chose qui nous permet d'avancer, eh bien le regard change et on n'est plus impacté de la même façon. Et en même temps, on travaille sur nous et il y a de grandes chances que la prochaine fois que le même problème arrivera, il ne nous touchera plus, ou beaucoup moins en tout cas. Et petit à petit, comme ça, on gravit les marches, gentiment, sans se forcer. Voilà. Mais pour ça, il ne faut pas se mentir. Il faut arrêter de penser que tout est la faute des autres, que moi je suis tellement gentil, pourquoi les gens sont méchants avec moi, et blablabla, et blablabla, blablabla. Oui, certainement, mais derrière ça, il faut comprendre qu'on a une responsabilité dans tout ça. Donc moi, mon rôle dans tout ça, c'est peut-être à la fois d'ouvrir certaines portes aux gens durant la discussion, ou l'accompagnement, parce que quelquefois, effectivement, ça arrive souvent que les gens continuent de me suivre. Enfin, je suis les gens, plutôt. Oui, je crois que c'est réciproque, on se suit à deux, voilà. Hein, on se suit mutuellement. Et derrière ça, le soin énergétique arrive, qui va donner l'énergie à la personne de faire le travail. Parce que, en fait, l'énergie, c'est pas une recette miracle qui va faire que ton problème va disparaître comme ça du jour au lendemain, pouf. L'énergie, pour moi, c'est simplement le moyen de te rééquilibrer, de refaire circuler les énergies en toi à tous les niveaux. Le ménage dans la cuisine, quoi. Tu fais le ménage. Pardon pour ma voix. Tu fais le ménage et ça permet voilà, de tout remettre en place. Et naturellement, les gens vont avoir la force de prendre les décisions qu'ils n'auraient peut-être pas vues en temps normal parce qu'ils sont tellement au fond du trou que c'est trop difficile. Voilà. Ça me fait penser, Stéphane, au pourquoi, au moment où tu es parti au Maroc avec ta voiture, tu étais mort de rire. Parce qu'effectivement, quand tu nous dis arrêtez de se mentir, il n'y a que toute la lutte que tu as fait pour, entre guillemets, faire tes projets, retrouver l'argent, le statut, et tout ce qui pouvait voilà, se raccrocher aux fameuses branches du passé. On voit que au fond de toi, il y a une part qui n'en a plus rien à faire. Et que c'est quand tu es dans la voiture et que tu pars, la vraie part de toi qui dit « ça y est, je suis libre ». Et ah ouais, super, enfin c'est ce que je voulais, mais je voulais pas me l'avouer. Donc il y a toujours cette part, là pour le coup égotique, qui essaie de vouloir rentrer dans les cases de ce que la société, nos parents, etc. Ou même la manière dont l'ego s'identifie à lui-même en disant « je suis ce statut social, je suis cette somme d'argent » ou voilà. Alors qu'il y a cette part enfantine en nous qui wouh, prendre la voiture, rock and roll baby, tu vois, et puis partir. C'est ça. Et voilà. Je prends cet exemple parce que pour moi il est tellement parlant sur le fait de il y a une part de nous qui sait, tout le temps qui sait si on se ment ou pas. Et quand tu parles d'être honnête avec soi, de ne pas se mentir, il y a une part de nous qui au fond de nous, sait.
Alors après, l'ego peut se défendre, etc., en croyant être telle ou telle chose, en disant non, non, c'est pas vrai ce que vous me dites, monsieur Stéphane Hébert. D'ailleurs, ça doit pas être forcément parce que tu dis je donne pas de conseils, mais c'est vrai que de pouvoir amener l'autre à, à s'avouer à elle-même cette petite voix qui n'attend que ça, c'est des fois c'est pas évident. Enfin, je veux dire, l'ego il peut être là. Alors après, je pense que lorsque les gens viennent me voir, ils sont quand même dans une demande, enfin surtout ceux qui sont dans un problème existentiel, on va dire, hein. Donc il y a quand même une ouverture à la base qui est là, sur des discours qui vont pas forcément dans le sens habituel. Et je me souviens notamment d'un chef d'entreprise, un grossiste en fruits et légumes, un gros grossiste pour le coup, de Perpignan, qui donc était en vacances en Cambodge, et qui entend parler de moi, donc il vient me voir parce qu'il avait un problème au genou, pour le coup, et qui devait faire un trek quelques jours plus tard, et ça faisait, enfin le problème au genou, ça faisait quelques semaines qu'il l'avait, mais bon, ça passait pas. Pareil, les médecins, bon, bah, vous êtes gentils, mais on peut pas en faire de plus, bon, ça va passer, quoi. Et donc, on commence à discuter, pareil, tranquillement, gentiment, et très vite, il m'avoue que de toute façon, j'en ai marre. Mon boulot me saoule, ma famille me saoule parce que c'est une entreprise familiale, ils me saoulent tous. J'en ai ras-le-bol. Et puis voilà, puis un jour je suis monté sur ce tas de bois, j'avais pas envie d'y aller, mais voilà, je suis monté sur ce tas de bois, et puis je me suis cassé la figure, et puis depuis j'ai mal, et voilà. Il m'a enchaîné le symptôme et son problème existentiel dans la foulée, quoi. Et du coup on a travaillé un peu là-dessus, et je lui disais, mais alors qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Alors qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ah, moi, j'aimerais bien partir en Espagne. Alors déjà, Perpignan, Espagne, bon, c'est vrai, ça va, Ouais. c'est pas le bout du monde. Ouais. Mais pour lui, dans sa tête, c'était déjà énorme. Comme quoi, hein, la vision, on a tous notre vision du monde, hein. Et je lui dis, bah, alors qu'est-ce qui vous empêche de partir en Espagne? Parce que c'est pas très loin finalement. Puis bon, c'est l'Europe, ça reste quand même, voilà, c'est familier. Ah oui, mais j'ai les enfants. Ah bon, et parce que il n'y a pas d'école donc en Espagne, donc ah oui, puis bon, bah aussi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je sais pas, si vous vendez l'entreprise, je pense que vous aurez quand même largement de quoi tenir un certain temps, peut-être même jusqu'à la retraite facilement, vu que c'était vraiment une grosse entreprise. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Puis on a discuté comme ça de tout un tas de choses existentielles, surtout en fait tous les blocages que le mental nous oppose en permanence pour réfréner nos envies qui vont nous faire sortir de notre zone de confort, notre zone de sécurité, parce que le mental, encore une fois, le mental est très très bien, faut pas le tuer, hein. Quand j'entends ces mouvements spirituels, alors je vais être un peu méchant là, mais bon, non, je vais même pas le dire d'ailleurs, mais quand j'entends ces mouvements spirituels qui disent il faut tuer l'ego, tuer le mental, bref, mais non, c'est parfaitement utile le mental, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien, qui permet de nous assurer une certaine sécurité, de manger, d'avoir un toit autant que possible et de profiter de la vie. Mais il faut le mettre à sa place, le mental c'est un contremaître, c'est pas le capitaine du bateau. Mais si vous laissez le contremaître être en tant que capitaine, et ben lui, il va prendre que des décisions qui vont être très sûres, très tranquilles, il n'y aura pas de risque, et vous allez rester bloqué dans votre vie comme ça, à plus savoir qui vous êtes au final. Parce que ça, c'est un truc qui arrive souvent, hein, quelque chose qui arrive souvent, les gens viennent me voir en me disant, bah, je sais pas qui je suis. Je sais plus. Je sais plus. Et donc, dès qu'on cause un petit peu, ça loupe pas, c'est des gens qui ne font que réfléchir. Et qui ne s'écoutent absolument pas, parce qu'il y a le conditionnement familial, parce qu'il y a le conditionnement de la société, parce qu'il y a le conditionnement religieux, parce que ça se fait, ça se fait pas, et blablabla, et blablabla, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la douleur parce que le genou, on voit bien le genou, mais est-ce que justement le fait de mettre en mots ces mots débloque la douleur, ou dans quelle mesure est-ce que le soin que tu lui fais vient en fait, le genou, le problème, c'est le symptôme. Ce n'est qu'un symptôme, mais c'était pas la cause. La cause, c'est ce dont tu parles. Donc, j'entends bien que quand on vient de voir à hauteur de 60-70%, c'est ce qui est déjà énorme, qu'il y a une cause tout à fait d'ordre psychologique, voire émotionnel, à débloquer, dont venir à la cause. Est-ce pour autant le fait que de l'exprimer, ça va débloquer de suite la problématique? Oui, non? Alors, je pense qu'il y a les deux. Déjà, il y a une prise de conscience qui se fait que peut-être la personne n'a pas toute seule, tout simplement.
Donc déjà, à partir du moment où on identifie une problématique, c'est déjà 50% du boulot d'effectuer. Hein. Voilà. Et le fait est que derrière ça, encore une fois, le soin en tout cas que je propose, qui n'est pas le mien d'ailleurs, hein, moi je le répète, hein, je ne suis qu'une antenne relais dans l'histoire, je n'ai pas la prétention d'utiliser mon énergie, que ce soit clair. Et je pense que l'énergie qui travaille avec moi, qui me fait le plaisir de travailler avec moi, est bien plus intéressante que l'énergie que je pourrais donner à titre personnel. Parce que je ne suis qu'humain avec mes limitations. Mais l'énergie va finir le travail, si je puis dire. C'est qu'à partir du moment où la prise de conscience est faite, où la réflexion, en tout cas, est entamée, sans que le travail soit totalement fait comme ça en 1 heure, hein, faut pas non plus forcer le trait, ça peut prendre plus longtemps, mais en tout cas, c'est comme une vague qui va permettre à la personne de continuer le travail par elle-même et d'effectuer le travail. Donc l'énergie rééquilibre, encore une fois, quand il y a des fuites, on colmate, enfin c'est un peu la plomberie, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et puis une fois que l'énergie recircule correctement, les choses rentrent dans l'ordre par elles-mêmes. À partir du moment où il y a la prise de conscience qu'il y a des problématiques bien définies et sur lesquelles on peut travailler et on ne se dit pas que c'est impossible parce que j'ai pas le choix, parce que ça, mais que tout est faisable et que derrière ça on a l'énergie pour le coup de le faire, un peu comme des batteries qu'on met dans la machine pour avancer, et ben les choses se passent. Et donc là, pour reprendre l'exemple de cette personne, effectivement ça n'a pas loupé. Elle est repartie en marchant normalement, elle a fait son trek. Donc voilà, donc ça a duré 1 heure, l'histoire, voilà, 1 heure et demie avec le soin. Ouais, d'accord, ouais, ça peut être selon, j'allais dire, la cause première, plus ou moins long. Maintenant, des personnes qui ont des problèmes d'ordre physique, est-ce qu'il t'est arrivé de ne pas définir d'où venait le point de départ qui engendre par conséquence des symptômes? Est-ce que des fois, tu n'as aucune explication, tu as beau parler avec la personne, est-ce que ça arrive? Alors ça arrive uniquement dans le cas où les personnes ne souhaitent pas parler, effectivement. Il y a des gens qui ne souhaitent pas parler de leurs problèmes, ils viennent juste pour un problème physique, ils ne veulent pas aller plus loin. Donc je respecte, hein, je force rien. Mais effectivement, dans ce cas-là, je fais le soin comme moi je l'imagine. Parce qu'encore une fois, je ne suis qu'un intermédiaire, mais je pose quand même une intention dans l'histoire. Je pense que c'est important. Donc je pose l'intention que j'estime correspond à peu près au cas. Et puis le fait est qu'il y a des résultats. Donc après, voilà, c'est pas très grave. Mais effectivement, la discussion rajoute vraiment aux soins et à la compréhension et à la personne à la compréhension de la personne de sa problématique et qu'elle est responsable. Pas dans le sens tu es coupable de quelque chose, mais tu as le pouvoir, tu as les moyens d'aller mieux. C'est dans tes mains. Alors moi je suis là pour donner le coup de main, un peu comme on pousse derrière de temps en temps une voiture qui est un peu en panne d'essence, le temps qu'elle redémarre. Mais Alors, ça c'est dans le cadre où on vient te voir. Alors, pour le coup, c'est intéressant parce que quand tu fais une séance via Skype, comment ça se goupille? Est-ce que donc je peux facilement imaginer que le dialogue s'opère via Skype? Donc tu vois l'autre, la personne te voit aussi, vous avez l'occasion d'échanger, d'essayer peut-être de déterminer d'où viendrait la cause première, qu'elle te fait part un peu de sa vie. Bon, ça c'est une chose. Je peux imaginer aussi, tu me dis si je me trompe, que pour le soin, tu n'as pas besoin donc qu'elle reste présente. Non. Tu peux le faire à un autre moment dans la journée. Je le fais en même temps, après la discussion. Mais... D'accord, dans la foulée. Alors là, pour le coup, comment t'opères? C'est peut-être bête, mais c'est pour que les gens visualisent. Oui, non, mais je comprends, hein, c'est normal. Hein. Je pense que c'est pas très courant. Donc c'est simple, donc il y a une première partie discussion, comme on vient de le dire. Ensuite, j'invite la personne à s'allonger, donc il faut qu'elle ait prévu quand même un endroit calme de son côté pendant à peu près 1 heure, pour être sûr de ne pas être dérangée. Entre-temps, elle m'aura quand même communiqué une photo, enfin envoyé une photo. Oui, d'accord. Mais ça, c'est par le formulaire du site, à joindre une photo à la demande de rendez-vous. Donc voilà, je peux me connecter à la personne, c'est-à-dire que moi j'affiche l'image de mon côté, et puis je fais le soin de... Alors, il n'y a rien de spectaculaire à l'extérieur, tout se passe à l'intérieur. Je me mets en connexion, je fais appel aux énergies curatrices et le soin opère. Voilà. Alors, la plupart du temps, les gens ressentent directement l'effet, c'est-à-dire qu'allongés, ils sentent que ça picote, ça chauffe, il y a de la pression, ils sentent léger. Quelquefois, ça peut aller loin, ça peut être des expériences quasiment mystiques. Ça arrive de temps en temps. C'est pas le plus courant, mais ça arrive.
La plupart du temps, ça c'est quasiment à chaque fois, les gens partent dans une sorte d'état méditatif. Donc où vraiment il y a un lâcher-prise du mental, où les gens se connectent justement à leur être supérieur un petit peu, où il y a des choses qui remontent, des émotions qui remontent, et justement ces fameuses émotions là qu'on a mis sous des tapis toutes ces années, là, qui ont besoin de sortir, bah là ça peut remonter à ce moment-là. Mhm. Et justement l'énergie elle est là, c'est vraiment le Karcher, quoi. C'est allez, on nettoie la cuisine, quoi. Au niveau des effets, en général, la plupart du temps aussi, les gens sont très relaxés après. C'est-à-dire que Relaxé, voire fatigué. relaxés. Enfin, c'est comme ça qu'ils me le disent en tout cas. Mm. Fatigués, ça peut arriver dans le sens, oui, quelquefois ils ont envie de dormir, ils ont envie de continuer de dormir, on va dire, après la séance, mais c'est plus dans la, enfin, d'après ce qu'ils m'expliquent, hein, c'est plus dans la relaxation que dans le coup de barre, ou comme s'ils avaient travaillé une journée dans les mines, quoi. Voilà. J'aimerais savoir, Stéphane, comment ça se passe pour ce qui est de ce que tu peux donner, entre guillemets, en soins, en énergie auprès des personnes. Alors, tu y as répondu, mais en même temps, j'aimerais essayer de voir, me venait cette info pendant que je t'écoutais. Euh, Tu parles des énergies qui t'accompagnent, d'être un canal, un vecteur qui distribue cette énergie. Lorsque certains magnétiseurs ou énergéticiens reçoivent comme ça des personnes, même à distance, des fois on peut se sentir plus fatigué à la sortie de la séance, entre guillemets. Tu nous parles de l'intention, la manière dont tu permets à cette intention de superviser le soin. Oui. Lorsque tu pars comme ça, tout se passe intérieurement. Il ne s'agit pas pour toi de faire des gestes, tout est dans la visualisation. Tout est dans le ressenti. C'est-à-dire, je mentalise pas du tout. Alors, si, il y a une petite partie mentalisation dans le sens où j'ai mes petites recettes. Alors, certains utilisent des prières. Moi, c'est pas des prières, voilà, j'ai ma petite recette à moi. Mais je pense que ça n'a aucune importance. Du moment qu'encore une fois, c'est l'intention qui est posée. C'est pas le fait de respecter un mot à la virgule près ou un ordre à virgule près, non. Je pose intention avec le cœur et tout est à l'intérieur. Après, j'ai juste quand même des ressentis physiques, moi de mon côté, justement par la main, parce que c'est par là que ça passe pour moi en tout cas, où je sens que la connexion se fait, que l'énergie travaille, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples j'allais dire, de symptômes, pathologies qui pourraient parler aussi auprès des internautes? Donc tu parlais d'arrêter de fumer, mais ça c'est pour le Dien Shan. Ouais, ouais. Donc pour venir te voir, c'est autre chose. Mais en tout cas, puisqu'on parle de faire des soins à distance, qu'est-ce que tu as pu noter comme, j'allais dire, alors belle réussite? Tu parles de responsabilité hein, de ceux et celles qui viennent te voir, qu'ils ont dans ce qui leur arrive. Hein. Donc on a bien saisi qu'il y avait cette part-là qui jouait, d'accepter ou pas de se voir hein, pour vraiment enlever totalement le problème ou non. Mais puisqu'il s'agit d'un travail à deux, qu'est-ce que tu as pu observer de voir comme belle réussite et à l'inverse des choses où limite tu as été étonné de dire ah non là ça l'a pas fait, je sais pas pourquoi ou... Ah oui, c'est intéressant, oui, bien sûr. Alors, dans les belles réussites, en fait, sur les problèmes physiques purs et durs, enfin, même si c'est plus compliqué que ça souvent, mais en tout cas, sur les symptômes, honnêtement, c'est quasiment du 100%. Bon, alors, je dis pas ça pour me vanter, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Après, sur les problèmes émotionnels, par exemple, je me souviens de cette dame qui un jour vient me voir, qui est installée dans la vie, hein, qui est en couple, à la 50 ans, la cinquantaine, en couple, 2 enfants, tout se passe très bien, et du jour au lendemain, elle se rend compte qu'en fait, elle est attirée par les femmes. Voilà. Et donc, pendant 1 an, elle traîne ça, plus savoir quoi faire, où elle habite, qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce que je quitte mon mari, est-ce que c'est n'importe quoi, enfin bref, elle est totalement perdue là-dedans. Et écoute, on s'est vu, pour le coup je l'ai vu en direct, je l'ai vu une fois,
On a discuté une demi-heure, on a fait le soin, et elle a eu l'énergie nécessaire pour arrêter de se mentir, justement, et voilà, depuis, elle s'est séparée. Alors, je ne l'ai pas poussée à se séparer, attention, hein. Je laisse les gens décider de ce qu'ils font, mais toujours dit que depuis qu'elle s'est séparée et qu'elle a donc adopté sa nouvelle vie, elle est totalement heureuse et dans le bonheur. Donc pour moi, ce genre d'exemple, voilà, encore une fois, moi le but, c'est pas de pousser les gens dans un sens ou dans l'autre, c'est juste de leur montrer qu'ils peuvent s'autoriser à choisir leur vie. Voilà. Et si leur cœur les attire dans cette direction, eh ben, il ne faut pas que ce soit le conditionnement familial, il ne faut pas que ce soit le conditionnement de la société qui les bloque. Voilà, qu'ils s'écoutent eux en premier, que ce soit centré sur eux en permanence. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est juste, voilà, on est tous là, on est là pour vivre nous, quoi, vivre notre expérience. Donc, soit on vit la vie des autres, à travers justement tous ces conditionnements dont on parle, soit on vit sa vie. Et si ta vie, par contre, t'emmène dans des chemins qui n'ont rien à voir avec ce que le mental t'a autorisé jusqu'à présent, et ben, le mental, encore une fois, c'est le contremaître, c'est pas le capitaine du navire. Et donc, j'invite les gens à suivre ça. Et le fait est que, voilà, il y a ça, il y a quelqu'un que j'ai vu, donc quelqu'un qui était dans un état dépressif total, vraiment, vraiment dans un sale état. Et bon, je l'ai vu 3 fois. Et j'ai eu une nouvelle par la suite. Et elle est repartie comme en 40. Ah, c'est bon, hein, tout va bien. Alors, je reviens sur ce que tu sais par rapport aux symptômes. Donc, j'entends que là, il y en a qui doivent se dire, attends, Laurent, qu'est-ce que t'attends pour lui poser des questions? C'est pas possible, t'as vu ce qui vient de te sortir? Bon, exemple, cancer ou autre pathologie, tétraplégie, maladie dégénérative, Parkinson ou autre, enfin bref, foison. Oui, les grosses maladies. Ouais. Ouais. Alors ça, quand je dis effectivement les symptômes physiques, effectivement, j'aurais dû faire attention. Ça, dans un autre débat, là. J'ai pas la prétention de dire que je peux aider les gens qui ont le cancer, qui sont dans des maladies très lourdes, même si j'ai déjà eu des résultats qui ont l'air positifs. Mais dans ce genre de soins, ça va très loin. C'est-à-dire que quelquefois, la maladie fait partie du jeu, si je puis dire. Alors je sais que c'est dur à entendre, c'est pas politiquement correct, mais c'est pas par hasard que le cancer est là, par exemple, et c'est qu'il y a quelque chose derrière de profond, et soit c'est inscrit, alors je parle d'un point de vue plus ésotérique, hein, soit c'est inscrit dans le chemin de vie de la personne, et elle a choisi de partir comme ça, et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Soit la maladie, même grave, est là pour aider la personne à comprendre quelque chose d'elle-même, et le fait d'enlever le symptôme n'est pas lui rendre service finalement par rapport à son évolution, parce que là on parle d'humain, alors évidemment, au niveau humain c'est inacceptable, je l'entends bien, moi le premier, hein. Mais n'oublions pas que nous sommes autre chose, et cette autre chose est là pour vivre une expérience. Et là, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a rien, c'est juste une expérience pour l'expérience. Et donc aussi difficile que ça soit à entendre, quelquefois la maladie fait partie de l'expérience. Okay. Donc voilà, je ne peux pas dire grand-chose de plus là-dessus. Je ne m'avancerai certainement pas pour dire que je peux soulager les personnes de ça, parce que ça serait un mensonge total, et parce que je ne maîtrise pas du tout la question. Alors, est-ce que justement tu sais si tu peux faire quelque chose ou pas? Je donne un exemple. Est-ce que il y a une intuition ou une réponse qui t'est donnée comme quoi cette pathologie, ce cancer, non. Tu sais que tu peux faire quelque chose, intuitivement tu sais que tu peux aider à soulager, faire en sorte que la personne récupère mieux par rapport à la chimio, etc. Tu sais que ouais, là ça peut vraiment être bon. Ou alors... Tu sais Laurent, je veux te dire, moi je traite, quand je dis je traite, c'est au sens j'accueille les gens exactement de la même façon qu'ils viennent me voir pour un mal au coude ou une grosse maladie. Voilà, parce que la démarche est exactement la même. La démarche est d'aider la personne à aller mieux. Donc j'ai pas un ressenti particulier ou une technique particulière pour des maladies très graves, parce que c'est exactement la même technique. Je pense que les énergies qui travaillent avec moi sont bien plus compétentes et bien plus au fait de ce qu'il y a à faire ou pas que moi. Encore une fois, moi je me positionne pas en tant que guérisseur, hein, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas moi qui guéris les gens, c'est autre chose qui m'utilise pour aider les gens. Après, ça se fait pas, j'ai pas la main là-dessus.
Il se trouve que jusqu'à présent, heureusement, pour les gens qui viennent me voir, il y a quand même plus de résultats positifs que négatifs. Négatif, honnêtement, quand je dis négatif, c'est qu'il n'y a pas d'effet, attention, c'est pas que ça empire. Ouais. Mais déjà, de toute façon, honnêtement, si au bout de 3 fois, 3-4 fois, 3-4 séances, il n'y a pas de mieux, bon, c'est que malheureusement, je ne peux pas aider la personne. Ça, c'est quelque chose que j'explique dès le départ. En général, déjà, en 1 fois, 2 fois, ça va dans le bon sens. Et puis pour le reste, écoute, voilà, je me remets aux autorités supérieures et j'ai pas la maîtrise de ça. Je comprends tout à fait, ouais, bien sûr. Voilà. Tu proposes donc des séances avec donc des soins avec de la musique. Et quand je dis musique, c'est large. Hein. T'appelles ça des bains sonores. Donc tu parlais que tu étais musicien. Tu utilises aussi bien du didgeridoo, des chants avec les Icaros. Non. Alors, excuse-moi, c'est le Yikadi, mais le Yikadi, non? Non, ça c'est les exemples que je donnais pour expliquer qu'en fait la musique a toujours été partie prenante dans l'histoire pour être utilisée, enfin que le son était utilisé comme soin. Ouais. Mais à titre personnel, non, autant pour moi. Pas, non. J'avais pas saisi ça comme ça. J'aimerais beaucoup d'ailleurs, faut que je m'y mette, mais je peux pas tout faire. J'attends mon prochain voyage. Alors, quand tu parles de bain sonore, comment est-ce que ça se présente? Et là aussi, il faut que la personne vienne à toi? Oui, là pour le coup, la distance, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, là, on parle vraiment de vibration, mais il faut être à côté, quoi. Donc ça passe pas par les micros, donc là, c'est pas intéressant. Donc du coup, c'est plutôt à titre informatif. Tout simplement, c'est simple, la personne est allongée, et puis on travaille avec les bols donc tibétains, les bols de cristal. J'ai également un gong qui permet de nettoyer au niveau énergétique. C'est un peu comme le Karcher pour le coup. En fait, dans mon approche, les bols tibétains, ça te met dans un état de relaxation pour commencer. Ça nettoie gentiment, ça te met dans un état un peu méditatif. Les bols de cristal, eux, sont plus ciblés au niveau des fréquences. Et là, c'est bien plus violent, si je puis dire. Ah oui. Ça peut même monter très haut quelquefois. C'est très très dérangeant, Exactement. Voilà. Donc après, il faut savoir doser. Si on voit que la personne réagit un peu trop, elle se sent mal à l'aise. Bon, voilà, on calme un peu le jeu. Parce que ça, effectivement, ça peut faire bizarre. Mais le gong aussi. Hein. Pour moi, le gong, c'est vraiment la douche, hein, parce que ça peut monter aussi également très très haut au niveau des sensations. Et les effets, là pour le coup, c'est vraiment c'est comme une douche sonore hein, au final. Et c'est déstressant, relaxant, et on lâche des choses. Et quelquefois d'ailleurs, ce qui est amusant, enfin c'est pas amusant, enfin ce qui est drôle de constater, c'est qu'il y a une certaine ivresse souvent après une séance où, je sais pas, les gens, c'est comme si les toxines se libéraient, on va dire, et du coup ça se retrouve un peu dans le sang, on a un peu la tête qui tourne, etc. Enfin c'est vraiment du nettoyage, quoi. Voilà. Ouais, c'est très fort pour ce qui est de l'incidence sur les corps. Hein. Seulement parce que avec les chakras, on nettoie la partie la plus dense, la plus subtile, et là où ça coince, parce que pour la petite info, peut-être, il y a chaque bol, il y a une note qui correspond, qui va effectivement de la plus grave à la plus aiguë. Et comme les chakras, là aussi, sont le chakra racine le plus dense au chakra coronal le plus subtil, et selon là, quel bol on utilise, avec quelle note, là où on s'arrête et qu'on a envie limite des fois de vomir, oui. Ou vraiment ça dérange, voilà, là on sent que ça travaille, enfin, c'est assez incroyable. Et c'est d'autant plus, remarquable, notamment puisque tu parles avec les séances avec l'ayahuasca, quand il y a la chance, parce que les Icaros c'est une chose, mais quand en plus il y a des instruments de musique, là on voit le tambour ou autre, c'est impressionnant de voir la vibration et là l'impact concrètement de comment ça agit sur nous, c'est impressionnant. Absolument, oui, tout à fait. Donc je ne peux que recommander, si vous avez le bonheur de rencontrer Stéphane, en Uruguay, d'aller le voir tout simplement, et de vous expérimenter, de vous allonger, c'est à vivre. Franchement, c'est à vivre. Voilà. Stéphane, on arrive à la fin de cette émission. Écoute, un grand merci pour être venu en transition avant de repartir. Merci à toi, Laurent. Écoute, c'est vrai que t'es arrivé un peu comme une fleur. Fouf. Ah oui, mais ça c'est ma vie en fait. Hein. Ça s'est fait vraiment tout seul parce que il y avait du monde derrière et puis
Je sais pas, c'est ouf, t'arrives, tu repars. Tu vois, c'est ça, justement, c'est une bonne conclusion. C'est ça d'être fluide avec la vie. Ouais, Voilà, quand on est fluide et qu'on n'est pas dans la résistance, et ben ça se passe. ça et, coule. Et ça coule tout seul. Ouais, plein de bonnes choses à toi, Stéphane. Merci beaucoup, Laurent. Et puis, je ne peux que vous inviter là aussi à le contacter. Je pense que cette émission, en tout cas, aura suffi pour que vous puissiez ressentir ce qui anime Stéphane et les bienfaits qu'il peut vous apporter. En tout cas, voilà, toujours pareil, hein, c'est une question de résonance. Mhm. Donc voilà, j'espère que vous avez été touché par son intervention. Merci beaucoup. Et puis, écoute, Inch'Allah, hein, tu Inch'Allah. vas savoir, au gré des rencontres. On a un ami en commun, donc Voilà. Joël, salut à toi. Voilà. Et puis, plein de bonnes choses à vous tous qui nous regardez. J'espère que vous avez eu l'occasion d'apprécier cette émission. Comme à mon accoutumée, je vous dirais de ne pas hésiter à mettre un like ou de ne pas en mettre, ou l'inverse, de vous abonner à la chaîne. Vous aimez nos programmes, super. Eh bien, soutenez-nous via 1 € symbolique, tout simplement via notre page Tipeee. Vous êtes quasiment là aujourd'hui, alors qu'on est au mois de... Allez, normalement cette émission est prévue pour le mois de mars. Vous êtes plus de 12 000 ou 13 000 maintenant, donc franchement, si chacun d'entre vous met 1 €, ça nous aiderait bien, croyez-le-moi. Croyez-le bien, donc n'hésitez pas, 1 € de soutien sur notre page Tipeee, ça serait super. Merci à vous tous et à bientôt.